Donc effectivement, je suis psychologue dans le service de génétique de Bordeaux. D'une façon très rapide, pour l'introduire, c'est quand même reprendre l'évolution de la médecine, puisqu'initialement, au tout début, c'était faire des diagnostics, essayer d'identifier ce qui ne fonctionnait pas, ce qui pouvait être pathologique et essayer de le résoudre. Et puis petit à petit, avec le temps, les médecins se sont rendus compte que se limiter à ça, c'était ne pas prendre en compte une grande partie du patient et aussi de sa maladie. Et donc, petit à petit, la question de la prise en charge psychologique de la maladie et des traitements a pris de plus en plus de place pour le bien-être du patient et puis aussi pour son observance, puisqu'on en a déjà pas mal parlé dans la journée, pour arriver aux techniques d'éducation thérapeutique, par exemple. Du coup, quelle va être, là encore, d'une façon très générale, la place du psychologue ? Je peux dire que généralement, quand je reçois les patients et ou leur famille, ça va être m'interroger avec eux sur quel sens va prendre la maladie dans leur histoire, voir quels sont leurs idéaux de santé, de où on part, si je peux dire comme ça. Parce que, par exemple, pour certains patients, prendre 8 médicaments, si ça me permet de continuer à aller travailler et à faire mes activités, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas malade, alors que pour d'autres patients, commencer à prendre un médicament, c'est déjà considéré qu'on est malade. Et essayer de voir avec eux, du coup, les effets psychiques de la maladie sur leur vie quotidienne et sur tous les domaines que ça peut être dans le travail, dans la famille, etc. Qu'est-ce qui va venir moduler les réactions psychologiques, là encore, d'une façon très générale, des patients? Ça va être les facteurs qui sont liés à la maladie elle-même. Est-ce que là, on est en train de leur parler d'une maladie qui va pouvoir se résoudre complètement avec un traitement, ou comme dans la maladie de Fabry, une maladie qui est chronique, mais qui va être grave, avec un traitement, mais un traitement qui ne va pas forcément complètement résoudre l'évolution de la maladie. Ce qui va aussi être très important, ça va être quelle est la personnalité initiale du sujet, quelle est son histoire, est-ce qu'il a déjà été confronté à la maladie pour lui directement ou pour des membres de sa famille, à quel moment ce diagnostic arrive, ça je le reprendrai plus tard. Est-ce que ce qu'on appelle les cycles de vie pour les psychologues, c'est-à-dire est-ce que ce diagnostic apparaît dans l'enfance, à l'adolescence, ou est-ce que, comme ça a été présenté, c'est au moment où j'ai un projet parental et donc forcément les questions ne vont pas du tout être les mêmes que si j'ai 60 ans. Ça va modifier aussi la notion d'identité du sujet, et ça je le reprendrai un peu parce que je pense qu'il y a des choses un peu spécifiques dans la maladie de Fabry. Et ce qu'on a aussi évoqué, même si on voit que les choses s'améliorent dans le Fabry, mais on retrouve aussi vraiment cette question du temps avant le diagnostic. Est-ce que ça fait longtemps que je me pose la question de il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et à un moment arrive un diagnostic, donc une explication, ou est-ce que finalement je ne me pose aucune question et je terminerai d'ailleurs ma présentation là-dessus. Tout ça pour dire que finalement, c'est pas les choses, il n'y a pas l'annonce et puis après on s'en remet petit à petit et puis ça va aller de mieux en mieux. On voit bien que finalement, pour chaque patient, il va y avoir des étapes dans la maladie. Souvent, c'est des étapes qu'on arrive un peu à anticiper et à imaginer, comme effectivement celle de l'annonce du diagnostic, comme celle peut-être du début de la mise en place du traitement, par exemple commencer à l'hôpital, puis passer à la maison. Mais finalement, il y a aussi des événements qu'on ne voit pas venir, les professionnels, parce que là, c'est en fait ce qui signe pour le patient quelque chose de grave dans sa maladie. Et donc, le rôle du psychologue va être d'essayer d'accompagner toutes ces phases. Dans la maladie de Fabry, alors moi, je vous avais entendu, je suis dans un service de génétique, donc il y a des choses que je retrouve assez souvent dans d'autres maladies génétiques, c'est la notion de chronique, évolutive malgré le traitement, malgré tout, et donc pour toute la vie. Je ne vais pas pouvoir me débarrasser pour l'instant de mes cellules et de mes mutations. C'est une maladie invisible, donc ça a été tout à l'heure évoqué par Madame Bedreddine, et ça aussi je le reprendrai parce que je pense que c'est une vraie caractéristique de cette maladie. C'est une maladie génétique avec la notion de transmission, de famille, d'hérédité. Donc on retrouve la notion de génétique, de rare, puisque toutes les maladies génétiques sont rares, de familial,
Et donc la notion de culpabilité qui, je pense, vient un peu répondre aussi à la difficulté, faire un lien avec la présentation et les questions que vous vous posiez sur l'information à la parentèle. L'information à la parentèle, elle est difficile parce que ça veut dire que je dois venir faire entrer la maladie dans des membres de ma famille qui sont proches de moi et à qui je ne veux pas faire de mal. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a des gros freins sur l'information à la parentèle malgré des améliorations. Une errance diagnostique qui se réduit, mais quand même avec des diagnostics qui peuvent être encore parfois tardifs. Une maladie chronique et de façon assez rare dans la maladie de Fabry, une maladie qui n'est plus orpheline par rapport aux autres maladies génétiques, qui, je pense, je fais une petite aparté rapide là, peut parfois donner une... alors comment je vais le dire, au moment de l'annonce, en tout cas du côté des généticiens, les généticiens sont des médecins qui font des annonces. C'est leur travail et leur métier de façon régulière et quotidienne. Et c'est assez rare qu'ils aient des maladies dans lesquelles il y a des traitements. Et donc, je pense qu'il y a un petit effet super. Alors, malheureusement, on vous dit que vous avez une maladie génétique, mais ici, on a un traitement. Et on est super content. Et même, vous allez pouvoir, il y a même plusieurs traitements. Et des fois, ça n'a pas du tout les mêmes effets pour les patients qui, eux, ne voient pas et ne perçoivent pas forcément le côté positif au fait d'avoir un traitement. Ou en tout cas, probablement pas dans le même effet que pour les médecins. Donc je reviens effectivement sur cette partie invisible. C'est une maladie qui ne se voit pas. Si vous croisez un patient qui a cette maladie, ça ne va pas se voir comme si quelqu'un a un fauteuil roulant. Alors c'est un avantage parce qu'il peut ne pas être qu'un patient Fabry, mais c'est un inconvénient. Parce qu'à chaque fois, il va devoir passer par la parole pour dire qu'il a une maladie et une maladie de Fabry. Et le deuxième effet, c'est que même en passant par la parole, eh bien, ça ne va pas très bien marcher parce qu'il ne dit pas qu'il a un cancer, parce que quand on dit qu'on a un cancer, tout le monde a une représentation, parfois erronée, on n'a pas forcément la bonne, mais tout le monde a une représentation. La maladie de Fabry, quand on peut parler à des amis ou à ses collègues, j'ai une maladie de Fabry, bah ouais, mais bon... Qu'est-ce que c'est qu'une maladie de Fabry? Donc, ça, vous voyez que même le passage par les mots va être pas satisfaisant. Et du coup, c'est souvent des patients qui se retrouvent solitaires parce qu'ils ont des difficultés à partager ce qu'ils sont en train de vivre. D'abord parce que les autres ont du mal à les comprendre ou parce qu'ils se retiennent pour ne pas inquiéter leur conjoint, mais des fois pour ne pas inquiéter les enfants, c'est-à-dire pour garder une bonne image de la maladie, parce que si les enfants sont eux aussi à risque, il ne faut pas les inquiéter trop. Et aussi, ils le disent assez souvent, finalement, comme ça passe toujours par la parole et par le dire, je dois dire que j'ai la maladie de Fabry, je dois dire que j'ai mal, je dois dire que je suis fatiguée. Au bout d'un moment, ils ont l'impression, et c'est aussi ce qu'on leur envoie, qu'ils sont toujours dans la plainte, donc ils se mettent en retrait et à distance. Parce que ça aussi, pour moi, je trouve, par rapport à d'autres patients, c'est vraiment quelque chose qui va caractériser, si on peut dire, un profil psychologique, parce que vous verrez à la fin qu'il n'y a pas forcément un profil psychologique, mais il y a quand même ces deux symptômes très importants qui arrivent dans la vie de façon assez tôt des patients, qui sont les douleurs et la fatigue, et qui sont en fait des symptômes qui sont complètement impartageables. Là, on est vendredi... on est en fin de journée. Si je vous dis je suis fatiguée, je pense que dans l'assemblée ou même derrière vos ordinateurs, là, il y en a plein qui vont me dire ouais, moi aussi je suis fatiguée avec le froid qui arrive, etc. Mais finalement, de quelle fatigue on est en train de parler? Donc je peux dire je suis fatiguée parce que j'ai été faire une séance de piscine, je me suis lâchée, je me suis défoncée, ça m'a fait du bien, je suis bien fatiguée. Ou je peux vous dire là, j'en peux plus, je sens que... si y a un petit truc qui arrive, je vais déborder tellement je suis fatiguée. Et donc, vous voyez que ce n'est pas la même fatigue, mais que, de nouveau, il va falloir que je fasse des précisions. Et tout ça, on se rend compte aussi que, petit à petit, ça va entraîner des effets sur l'attention et la mémoire. Je pense qu'il y a tout ce qui se passe au niveau cérébral qui peut avoir cette incidence-là. On l'a vu avec notamment la notion de dépression, mais on sait que pour d'autres maladies, quand il n'y a pas ces risques-là neurologiques, malgré tout,
Et par exemple, dans la dépression, c'est très connu que la fatigue de la dépression, la répétition de la dépression entraîne des difficultés d'attention et de mémoire, ce qu'on retrouve parfois dans la plainte des patients. Alors on peut s'aider d'échelle pour dire bah, aujourd'hui je suis fatiguée à 8 sur 10, mais bon, là encore, c'est pas très satisfaisant. La qualité de vie, elle a été abordée aussi plusieurs fois, de façon, dans les études, elle a été montrée que quand même dans la maladie de Fabry, elle était moins bonne que la population générale, ça on s'y attendait, mais qu'elle était aussi moins bonne que les patients qui souffrent d'une autre maladie chronique grave, et que plus les personnes sont douloureuses et moins la qualité de vie va être bonne. Il y a une amélioration avec le traitement, mais cette amélioration, il faut garder en tête qu'elle ne sera jamais à revenir à celle de la population générale. On reste quand même à des choses qui sont moindres que celles de la population générale. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été un peu discuté parce que, comme je vous l'ai dit, bah, le traitement, ça peut être positif, effectivement. J'ai quelque chose qui va permettre de ralentir l'évolution de la maladie, qui peut même des fois, parfois, au tout début, venir enlever certains de mes symptômes, mais on s'aperçoit qu'à le vivre dans le quotidien, ben, ce n'est pas si simple que ça, et que ça impose des contraintes, voire ça impose des changements d'identité, puisque du coup, je suis malade, je suis plus malade, je suis un demi-malade, est-ce que je peux me plaindre encore alors que j'ai un traitement? Et on s'aperçoit aussi que finalement, il y a des patients qui oublient, alors ça c'est moins avec les perfusions, mais ou qui de temps en temps s'arrangent, modifient leur prise de traitement, décalent, voire arrêtent. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus pour avoir des idées d'explication. Donc, bon, finalement, est-ce qu'il y a un profil psychologique? Probablement pas. Il y en a plusieurs. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, et aussi quand même l'amélioration du diagnostic, pour moi, j'ai en face de moi 2 grands groupes de patients. Je vais dire ceux qui ont eu un diagnostic sur symptômes, avec une errance de diagnostic plus ou moins grande, et ceux qui ont eu un diagnostic avant les symptômes sur antécédents familiaux. Dans ceux qui ont eu un diagnostic alors qu'ils avaient des symptômes, si généralement, il y a quand même toujours une petite errance diagnostique, et souvent, quand ils ont eu des symptômes dans l'enfance ou l'adolescence pour les garçons, il y a quand même cette histoire de sentiment d'étrangeté, parce qu'ils se sentent bien différents, ils sentent bien que parfois, ils sont mis de côté, ou eux-mêmes se mettent de côté, et ça va aussi dépendre beaucoup de comment c'est pris en compte dans la famille. Est-ce qu'on croit cet enfant qui parle de ses douleurs et de sa fatigue? Est-ce que finalement on lui renvoie que ça y est, on a fait la tournée de tous les médecins de la région et que personne n'a fait de diagnostic, donc maintenant ça doit bien être dans sa tête et qu'il faut qu'il arrête d'être stressé? Et donc forcément, ça va venir influencer l'estime de soi, et on s'est rendu compte que si tout ça se passait à l'enfance et l'adolescence, ça pouvait même amener des conduites à risque avec de l'alcool, avec des substances, pour souvent, ils le disent a posteriori, essayer de réduire la douleur. Il y en a aussi qui parlent de mettre un peu à l'épreuve ce corps qui leur fait défaut, et avec une incompréhension de ce qui fait défaut, pour essayer de reprendre un peu une action sur ce corps qui ne répond pas comme il voudrait. Et je dirais, à ce moment-là, l'annonce va avoir à la fois cet effet de il y a quelque chose, donc bon, je vous ai mis une image qui en mettait plusieurs, hein, l'arrêt sur image, l'effondrement, le coup de poing, bon, tout ce qu'on retrouve au moment d'une annonce, mais il peut y avoir un effet rebond aussi pour ces personnes, parce que enfin, ça y est, on les croit, enfin ils sont pas fous, et on valide ce qu'ils pouvaient ressentir pendant des années. Et souvent, chez eux, à ce moment-là, l'annonce d'un traitement est plutôt bien acceptée, parce qu'en plus, il va y avoir quelque chose qui va peut-être pouvoir changer. Alors après, quand ils ne ressentent pas trop les effets, ils sont un peu déçus. Mais pour moi, ça va être assez différent de la population que je vois arriver, qui est celle des diagnostics avant les symptômes.
Donc là, on a des gens qui viennent grâce au conseil génétique dans nos services de génétique parce qu'a été identifié dans la famille quelqu'un qui avait une maladie de Fabry. Donc se pose la question de qu'est-ce qu'il en est de leur statut. Et on passe par un test présymptomatique. Alors, plus ou moins, déjà, il y a des personnes, on sait qu'on se doute un peu, ils ont quand même pas mal de signes. Mais finalement, on se rend compte que même quand ils ont des signes, c'était le cas de la dernière patiente que j'ai vue, prendre le temps. Alors, un test présymptomatique, il y a une démarche, en fait, où il y a le rendez-vous avec un médecin généticien spécialiste et après, il y a une consultation avec la psychologue. Et dans la consultation avec le ou la psychologue, c'est un peu essayer de réfléchir à quelle va être l'importance de ce test, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on en attend et effectivement, quels pourraient être les retentissements pour soi et ou pour la famille. Et du coup, ça permet quand même de commencer à anticiper les risques de dépression de l'annonce. Mais malgré tout, là, on se rend compte qu'on va être un petit peu moins dans les effets positifs de l'annonce parce que là, c'est des patients qui, eux, se plaignent rarement de quelque chose. Ils n'ont pas l'impression d'être malades. Et donc, là, ça remet beaucoup plus en question qu'est-ce que je vais faire avec cette maladie, comment mon avenir va être changé, alors que dans la première situation, ça va être un peu, le diagnostic me permet éventuellement de revenir à un avenir. Et du coup, la question aussi de, ok, on m'a fait un diagnostic, je n'ai aucun symptôme dans le sens où je ne ressens rien, ce qui ne veut pas dire que dans ma biologie, mes examens, il n'y a rien. Ça aussi, c'est deux choses différentes. Mais du coup, est-ce que je suis malade ou est-ce que je ne suis pas malade? Dans quelle identité je me mets? Ça va être assez différent pour moi, je le vois dans les patients. Et je me pose la question de ce qui va être de l'adolescence. Et effectivement, tout ça a déjà été aussi évoqué par plusieurs personnes. Je pense qu'il va falloir essayer de réfléchir comment on va pouvoir faire pour augmenter l'observance. Parce que, on le sait pour d'autres pathologies, quand on arrive avec les dépistages de plus en plus précoces, et c'est tout l'intérêt d'essayer d'arriver le plus tôt possible, voire avant même qu'il y ait des symptômes, pour préserver au mieux, on voit que souvent, les ados et ou les jeunes adultes, ils ont des risques de rupture de prise en charge et de suivi des médicaments parce qu'en fait, c'est la question du sens. C'est-à-dire, après, encore plus, la difficulté avec la maladie Fabry, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, pas mal de temps avant qu'il y ait quelque chose que je ressente dans mon corps pour éventuellement me dire qu'il va falloir que je revienne au traitement parce que j'en ai la preuve de la réalité du besoin du traitement. Donc ça, voilà, c'est mes réflexions pour le futur. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse parce qu'on a un ETP pour les adultes, mais je pense que peut-être que ça serait pas mal un ETP pour les ados. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou... Pas spécifiquement. Moi, je peux peut-être poser une première question. C'est vrai que dans cet abord psychologique fait par les psychologues, mais aussi par toute personne qui se retrouve au contact avec le patient, il y a vraiment la question du futur et du bénéfice, ou pas, qui va se poser sur le diagnostic génétique. Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire le diagnostic et qu'est-ce que ça va me retirer? Et puis là, c'est un peu spécifique peut-être pour le Fabry, compte tenu de la contrainte du traitement et du délai du bénéfice du traitement, enfin en tout cas tel qu'il peut être perçu par les patients. Donc on va avoir aussi un peu cette même interrogation-là. Pour focaliser un peu sur ce que ça peut être intéressant que les psychologues puissent éventuellement donner quelques conseils pour les médecins sur la première partie de ma question. Alors moi j'ai l'habitude de dire aux patients à qui je propose un diagnostic génétique, alors moi je le fais plus dans d'autres domaines, que le résultat est toujours positif, puisque si c'est négatif, enfin si ils n'ont pas porteur de la mutation, c'est très bien, ils sont tranquilles, et tant mieux. Et que s'ils sont porteurs de la mutation, s'ils l'avaient déjà, c'est pas une découverte, en fait, on le découvre, mais elle était déjà présente, et le fait de l'identifier va permettre de mettre en place les mesures de prévention qui vont permettre de limiter les conséquences de cette mutation qui était déjà là.
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais en tout cas, je pense que c'est important, effectivement, de bien mettre les différentes situations en perspective pour que le patient puisse essayer de se situer par rapport à ça. Et puis, il y a une autre chose, j'aimerais bien aussi avoir votre commentaire là-dessus, c'est que cette fois-ci, sur la culpabilité liée à la transmission potentielle, qui est évidemment quelque chose qu'on retrouve très souvent, moi, j'insiste toujours beaucoup sur le fait qu'on a tous en moyenne entre 5 et 10 mutations et que, par conséquent, on en transmet... Pour la plupart des pathologies, c'est pas vrai pour le Fabry, mais enfin pour la plupart des pathologies, on en transmet la moitié. Et donc, il ne doit pas y avoir de culpabilité par rapport à ça, puisque c'est en fait un mécanisme parfaitement naturel et qui touche tout le monde. Et qu'en particulier, il y a souvent, quand même dans les familles, cette notion de ça vient de quel côté de la famille et c'est un tel qui est responsable. Enfin, il y a quand même ça qui est un peu sous-jacent quand même assez volontiers. Et ça ne peut pas venir de mon côté, donc ça vient forcément de l'autre côté. Vous, sur le plan psychologique, c'est quoi les conseils que vous donnerez par rapport à ça? Alors, première question sur les préparer. Attention, un résultat positif pour un médecin n'est pas forcément, comme l'a très bien expliqué dans l'association, n'est pas forcément positif pour un patient, surtout dans ce type de maladie où on fait des dépistages familiaux. Donc si par exemple, alors ça c'est quand on est dans la démarche de présymptomatique, quand ils me rencontrent, parce qu'ils sont un peu dans cette démarche-là, systématiquement, c'est des choses que j'aborde avec eux en disant « Est-ce que vous avez imaginé que vous pouviez être non-porteur ?» Ah oui, ça serait une bonne nouvelle. Oui, mais votre frère ou votre sœur est en train aussi de faire le dépistage et si jamais elle était porteuse, ah ben non, alors moi, je préférerais que ça soit moi et pas elle. Bon, généralement, tout le monde répond à peu près la même chose. Et donc, mais du coup, voilà, effectivement, on essaye d'anticiper. En tout cas, on s'est rendu compte, ça c'est sûr, il y a eu des études sur d'autres maladies génétiques qui ont montré que l'anticipation, c'est-à-dire essayer de se projeter dans différentes situations, est toujours protecteur psychiquement pour le patient. Voilà, donc, oui, je pense que ça c'est plutôt pas mal. Et après, pour répondre à la deuxième question, qui était... J'avais la réponse. Sur les traitements en particulier. Ah oui, sur les traitements. Ah. Sur la perception psychologique des traitements et des possibilités de traitement et le ressenti des patients. C'était ça, votre question? Peut-être pas. Je ne crois pas. Parce que moi, j'avais l'impression que j'avais une super réponse, mais je l'ai oubliée. Mais ça rejoignait un peu cette... c'est pareil, c'est un peu sur l'anticipation du bénéfice attendu du traitement et de la compliance au traitement. Comment on peut travailler là-dessus? Alors, la compliance au traitement, ça, c'est plus compliqué. On a bien vu que... bon, j'ai fait un petit dessin très rapide au tout début sur l'observance, qui était, si vous prenez vos médicaments, je vous donne une sucette. En fait, ça marche pas parce que il faut... Mais c'est long, parce qu'il faut écouter le patient et savoir quels vont être ses freins, si on veut systématiquement essayer d'obtenir une meilleure observance. Après, la question vraiment, effectivement, dans cette maladie, c'est la perception de mes symptômes. Et donc, quand on a une maladie ou quand on prend un médicament, on voit bien. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Moi-même, j'ai mal au genou, on me dit qu'il faut faire 20 séances de kiné. Bah, si au bout de 15, j'ai plus mal au genou, bah, je ne vais pas faire les 5 dernières. Voilà. Parce que c'est pénible. Ou finir de prendre le traitement. Et donc, si juste on garde ça en tête, on peut comprendre que ça soit difficile pour Donc, ça va passer par l'intellectualisation, en fait. Il va falloir passer par l'explication de quel est le fonctionnement. En tout cas, moi, je pense avec les enfants, ça marche assez bien. Les ados, on sait que les ados, psychiquement, on est dans un truc... il faut mettre en place des choses, il faut essayer plusieurs choses parce qu'on sait qu'ils sont à la fois très bons sur la connaissance, par exemple sur toutes les informations sur les risques, etc. Il ne faut pas fumer. Pourquoi il ne faut pas fumer? Hyper bon. Ah ben oui, mais ils fument. Voilà. Dans les pathologies cardiaques, le risque, il faut avoir une hygiène dentaire du feu de Dieu. Eh bien, ce sont ceux qui ont une moins bonne hygiène dentaire que les jeunes de la population générale.
Donc, je pense que vraiment sur l'adolescence, il y a des choses à réfléchir pour essayer d'améliorer les choses.